Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter une entrevue que j'ai pris le temps d'organiser avec Micha, que vous voyez. Dans le fond, vous voyez les noms de mes super invités. Ça va être une entrevue très intéressante. J'ai trois invités spéciaux qui sont dans Game in Lab et Asmodée Recherche, ou en anglais Asmodee Research. J'ai toujours la misère avec ce mot-là en anglais. En fait, l'objectif de cette entrevue, ça va être d'explorer qu'est-ce que c'est que Game in Lab. Je vais l'expliquer rapidement, mais les invités vont être là vraiment pour vous parler en détail de qu'est-ce que c'est que ce regroupement de chercheurs Game in Lab. Et ça le dit dans le titre Game in Lab. Donc, c'est un groupe de chercheurs qui font des recherches, mais spécialisées dans le jeu. Jeux de société, jeux de rôle. Et oui, il y a Dragon Elvish dans les commentaires qui justement se demandait comment ça se prononce. J'ai posé la question. Donc, ils vont peut-être ils vont vous expliquer, dans le fond, il y a la prononciation francophone et anglophone, bien sûr, parce que c'est des recherches, si je ne me trompe pas, qui se font dans les deux langues. Qu'est-ce qui est très intéressant avec Game in Lab, c'est que c'est un regroupement international et qui vont vraiment promouvoir le jeu, notamment le jeu de société, mais aussi le jeu de rôle. Et vous allez voir, ils ont plusieurs événements qui approchent très intéressants par rapport au jeu et la recherche. De mon côté, pour me présenter un peu, pour ceux qui ne m'ont pas suivi tout au cours des 2 dernières semaines, en fait, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche le 7 mars. Et qu'est-ce que c'est dimanche le 7 mars? Mais c'est la dernière journée du festival Montréal Joue. Ça l'a passé vite. On a eu vraiment plein d'activités super intéressantes pour eux qui ont suivi les 2 dernières semaines. On est passé à travers notamment les midi-éditions de Sophie de Mixil, qui a eu un paquet de conférences avec des éditeurs de jeux. On a eu plein d'entrevues très intéressantes que j'ai fait avec Ludipsy, avec des intervenants streamers, Ramby, Son of Odin, avec des spécialistes de la ludopédagogie, Renan, Lemie-Paul et Renaud. J'ai eu différentes conférences et panels qui ont été organisés dans les 2 dernières semaines, notamment une soirée jeu de rôle avec Coup Critique. Tout ça, si jamais vous l'avez manqué, c'est disponible sur la page de Montréal Joue. Également, ce sera disponible en rediffusion avec Ludipsy, donc la chaîne YouTube de Ludipsy. Je pense qu'on peut se lancer dans l'aventure pour aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, on s'en va rejoindre l'équipe de Game in Lab, notamment dans les super invités. Nous avons aujourd'hui, comme je mets plusieurs invités, nous avons Micha Bourris, qui est responsable d'Asmodée Recherche, co-responsable de Game in Lab. Nous avons Léa Martinez, qui est doctorante à l'Université de Poitiers au le long acronyme CERCA, donc le Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, qui est aussi chargé de communication d'Asmodée Recherche. On a des gens heureux dans le chat. Wouhou! Et nous avons Philippe Robert, qui est professeur de psychiatrie à l'Université de Nice, directeur de l'équipe de recherche COBTEK, je pense que ça se nomme COBTEC, Cognition, Behavior and Technology. Ça va être très intéressant. Puis, je vous invite, comme tout événement en direct sur le chat. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous. Nos invités vont avoir un grand plaisir à vous répondre. Sans plus tarder, je nous lance justement avec nos invités. Et voilà, maintenant vous êtes tous visibles. J'ai fini ma petite introduction. Vous pouvez parler. Comme j'ai nommé, en fait, je me suis présentée, Elsa, de la plateforme Ludipsy Santé mentale ludification. Je fais des articles, des vidéos, des entrevues et des podcasts sur la santé mentale, le bien-être et le jeu. Et c'est pourquoi je suis vraiment heureuse de collaborer avec vous tous aujourd'hui parce que, bien sûr, je pense que nos intérêts communs, justement, à travers le jeu, sont interreliés, notamment tout ce qui est le jeu,
la ludification, tout ce qui est le domaine de la recherche. Et Philippe, que je ne connais pas vraiment, mais qui est dans le domaine de la psychiatrie, très intéressant. De mon côté, je suis psychologue, donc ça va être intéressant aussi de discuter de cet aspect plus santé mentale. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à tour de rôle vous présenter plus en détail. Je vous ai présenté avec vos nombreux et impressionnants titres, mais peut-être à tour de rôle présenter qui vous êtes. Je peux peut-être commencer parce que je suis peut-être la première pierre de la discussion. Donc, merci de m'avoir introduit sous le nom de Micha, c'est mon surnom. Je m'appelle Mickaël Le Boris, je travaille depuis plus de 5 ans maintenant pour Asmodée. Je suis à la tête du pôle qui s'appelle Asmodée Research, qui est donc une entité chez Asmodée qui travaille sur toute la valorisation du jeu de société, toutes les valeurs sociétales à promouvoir dans différents domaines, que ce soit la recherche, la santé, l'éducation. Et j'ai entrepris plusieurs projets pour essayer de développer ces valeurs sociétales et de les promouvoir. Et le premier projet qu'on a entrepris en 2018 s'appelle Gaming Lab, qui est un projet de soutien à la recherche sur le jeu. Je pourrais en parler en détail par la suite, mais l'idée, c'est de soutenir d'une part des projets de recherche qui peuvent être internationaux ou francophones, des projets pilotes, comme dans le cas du projet de Philippe Robert, ou des projets de thèse, comme dans le cas du projet de Léa. Donc on finance de la recherche d'une part, et on essaye de diffuser le savoir scientifique auprès du grand public, auprès des professionnels dans un second temps. Donc voilà, c'est l'objectif général de Gaming Lab, et voilà. Donc je voulais également te remercier pour cette opportunité de pouvoir présenter notre initiative pendant le Festival de Montréal Joue. Donc merci de pouvoir être là, et puis je vais laisser mes camarades se présenter à leur tour. Et ben, je peux peut-être prendre le relais alors. Bonjour à tous et donc merci Elsa aussi oui, de nous regrouper aujourd'hui. Pour continuer, moi je suis la première doctorante justement soutenue par Gaming Lab et Asmodee Research. Donc oui, je suis très contente de ça. Comme tu disais, Elsa, je travaille à l'Université de Poitiers dans le centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage. C'est là que je réalise ma thèse, du coup, qui va durer 3 ans, qui a déjà commencé et que je pourrais présenter un petit peu plus longuement. Et en fait, on a donc un partenaire industriel qui finance cette thèse et qui me soutient dans mon travail. Et donc, c'est Asmodee Research. Et donc, grâce à cette thèse et à cette collaboration, justement, je peux être donc chargée de communication pour Asmodee Research. Et donc, c'est assez chouette. Il y a les deux côtés, la recherche, mais aussi l'entreprise. Donc, voilà. Je pourrais en parler un peu plus ensuite. Oui, très intéressant. Bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Robert. J'ai donc un logo, un de joueur que vous voyez apparaître là à la place de ma photo. Ça veut dire que je suis en fait, je suis psychiatre, je suis directeur d'une équipe de recherche à l'Université Côte d'Azur qui s'intéresse, comme le disait Léa, aux cognitions, au comportement et à l'utilisation des technologies. Et puis, voilà, on aime bien aussi dans l'équipe utiliser pour les traitements dits non médicamenteux, tout ce qui est les jeux. Et c'est pour cela que je me suis impliqué dans Gaming Lab, dans l'appel à projet qu'a évoqué Micha, mais aussi dans le conseil scientifique. Et c'est vraiment très agréable d'être avec vous, les cousins de la belle province aujourd'hui. Donc, je trouve ça très intéressant. Puis dans ceux qui nous écoutent, je pense que vous avez bien identifié quels sont les points en commun. C'est le plaisir de la recherche, mais aussi justement d'intégrer le jeu comme outil dans l'intervention ou dans la recherche et de voir que le jeu, oui, justement, apporte beaucoup de plaisir, mais que si on arrive à décortiquer le jeu au-delà du plaisir, il y a plein de choses que le jeu, le fait de jouer peut nous apporter. Et c'est ça qui est très, très intéressant et que j'ai très hâte de découvrir à travers vos différents projets.
Mais peut-être pour commencer, Micha, je te nomme Micha, est-ce que ça te convient vu que c'est ton C'est surnom? parfait. Ok, C'est parfait. super, parfait. Donc, Micha, peut-être est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de qu'est-ce que c'est Gaming Lab? Quand est-ce que ça a été créé? C'est quoi la mission? Tu l'as bien présenté, mais peut-être un peu plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Très bien. Est-ce que du coup, tu veux partager quelques slides préparés au préalable? Oui, donc attendez un instant, mon petit côté technique qui embarque. Donc, je vais vous présenter cela. Hop, hop. Et là, il y a Philippe qui a disparu. Et à mon avis, il a juste coupé son micro et sa caméra OK. le temps du discours. Ah, OK. Bon, c'est correct. Il pourrait garder sa caméra s'il veut, mais il peut effectivement couper le... Et voilà, excusez, je fais deux choses en même temps. Difficulté de concentration. OK, voilà, je vais le mettre en diaporama le plus possible. On va voir qu'est-ce que ça fait. Je fais la transition. OK. Donc, théoriquement, on voit ici. Parfait. Donc, quand tu vas parler, je vais essayer de présenter en même temps. Super. Du coup, je vais commencer par présenter Asmodee Research, qui est donc l'entité, l'équipe chez Asmodee qui travaille sur la valorisation des valeurs sociétales du jeu et du jeu de société. Asmodee est un acteur important de l'industrie du monde du jeu de société et on est leader dans l'édition et dans la distribution. Mais on a envie d'être un leader qui soit bienveillant, qui a envie de prendre soin de ce marché, de rendre l'activité vraiment sereine, pérenne. Et on a envie de comprendre nos consommateurs, on a envie de comprendre comment notre activité elle peut avoir un impact. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a créé en 2018 l'initiative d'Asmodee Research. Et la première initiative qu'on a construit, c'est Gaming Lab. C'est un projet donc, de soutien à la recherche sur le jeu. On ne l'a pas créé tout seul, on l'a créé en partenariat avec l'Innovation Factory, qui est un cluster d'innovation parisien, qui regroupe des entreprises, des startups, une école, une business school qui s'appelle la Web School, et qui est un partenaire historique d'Asmodee. Et on a co-construit Gaming Lab, donc c'est vraiment une co-direction. Et l'idée derrière Gaming Lab était donc de promouvoir la recherche sur le jeu. On avait fait le constat que sur le jeu vidéo, il y a énormément de données scientifiques, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent, soit de l'industrie, mais également dans des projets de recherche. Et il y avait très peu de bibliographie sur les effets du jeu de société, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue pratique, ludique ou ce genre de choses. Et donc, il y avait cette volonté d'initier un intérêt scientifique à s'intéresser à cet objet culturel qui devenait de plus en plus important dans notre société. Et donc, Asmodee Research et l'Innovation Factory, la première chose qu'on a fait, c'est d'inviter des chercheurs à des tables rondes, des brainstorming, des workshops, pour comprendre quel était l'état de l'art de la recherche sur le jeu de société, quels étaient les besoins, quelles étaient les grandes directions, quelles étaient les données déjà acquises. Donc, ça nous a permis de structurer notre projet. Et la première chose qu'on a faite, enfin, du coup, la seconde chose qu'on a faite, c'est d'établir un comité scientifique. Le comité scientifique, il est là pour garantir la qualité, la neutralité, l'éthique du projet. Il est dirigé par Gilles Brugère de l'Université Paris 13 et il est composé d'une quinzaine de membres externes du coup à Asmodee et à l'Innovation Factory, dont Philippe Robert fait partie. Et ce board d'experts constitue la garantie d'avoir vraiment une qualité au niveau de la sélection des projets qu'on va sélectionner. Du coup, les objectifs de Gaming Lab sont multiples. La première, c'est, comme j'ai déjà pu le dire, de financer des projets de recherche pour augmenter les études faites sur le jeu pris au sens large, donc le jeu de société, le jeu de rôle, le jeu hybride. On essaye d'avoir vraiment le jeu analogique vraiment au centre dans notre ADN, même si c'est vrai on a des frontières un peu larges. Et on va, comme je vais pouvoir vous l'expliquer, on va essayer de le financer sous différentes formes. Ça, c'était vraiment notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de créer des communautés, une communauté de Gaming Lab très vivante autour
des académiciens, des chercheurs, de tous ces universitaires avec lesquels on va vouloir travailler, mais également les professionnels, les personnes qui travaillent dans l'industrie du monde du jeu, donc les designers, les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs et autres, et tous les joueurs, tous les passionnés qui vont suivre ces sujets, nos activités, de pouvoir créer comme ça des interactions entre ces différentes parties. Et du coup, notre troisième objectif est vraiment de créer des événements, créer des moments d'échange entre ces différentes parties. Donc avant la crise sanitaire, on faisait pas mal d'événements en physique qui nous permettaient de se retrouver, d'échanger. Et là, comme je vais pouvoir vous le présenter, on va avoir une digitalisation de nos événements qui va arriver. Donc voilà, ça c'est pour le cadre un peu général. Et maintenant, pour vous donner un peu plus de détails sur notre fonctionnement, on fonctionne grâce à des appels à projets de deux types. Depuis 2018, on a lancé des appels à projets internationaux qui vont chercher du coup à financer des projets pilotes, des projets qui vont durer à peu près 1 an. On a un peu allongé les conventions récemment là, avec la crise sanitaire, donc ça va jusqu'à 18 mois. Ces bourses vont jusqu'à 15 000 €, permettent d'initier des projets, de commencer à s'intéresser, pour les chercheurs, de commencer à s'intéresser sur des sujets, de leur apporter donc une contribution financière pour leurs besoins. Et voilà, le troisième appel à projet est en cours. Il se clôturera fin avril. Les deux premiers appels à projet ont permis de soutenir 3 projets en 2019, 5 en 2020. Leur provenance est vraiment internationale. On voit qu'il y a déjà 7 pays qui sont représentés avec des thématiques, des expertises vraiment diverses, que ce soit la sociologie, la psychologie ou l'anthropologie. Donc je laisserai Philippe présenter son projet qui a été sélectionné en 2019. Et juste un mot, je pense, par rapport à Montréal Joue, c'est que nous avons un projet canadien qui a été financé en 2019, un projet mené par Annick Pelletier. Et j'espère qu'on pourra en discuter un peu plus longuement avec elle, grâce à toi, Elsa, peut-être dans un autre moment d'échange. Oui. Mais donc voilà, l'idée c'est d'avoir comme ça des projets internationaux plutôt courts qui permettent d'initier des projets de recherche. Et donc là, on est vraiment tourné vers les chercheurs à l'international. Et donc, pour compléter cette manière de procéder, nous avons également des projets pour financer des bourses de thèse avec une convention qui s'appelle CIFRE, qui est donc une des conventions qui sont plutôt francophones, parce que l'État français nous permet de faciliter ce genre de contrat. Donc, c'est un contrat de 3 ans chez Asmodée, où l'étudiant en thèse va réaliser un projet de thèse en partageant son temps entre son projet de recherche et des missions d'entreprise. Donc c'est un projet de recherche qui est co-construit entre l'équipe de recherche et Asmodee Research. Donc Léa est notre première étudiante en thèse qui a été recrutée en octobre de l'année dernière et qui est avec nous pour 3 ans sur un projet dont elle pourra vous détailler et vous donner les spécificités. Donc c'est comme ça qu'on a à cœur de promouvoir le développement de la recherche sur le jeu de société, enfin sur le jeu en général et le jeu de société. Et donc du coup, le deuxième aspect, c'est cet aspect communication, diffusion de ce savoir. Où, comme je vous ai pu vous dire, avant la pandémie, on faisait des événements physiques, donc on avait pour habitude en France de faire des meet-up, donc c'était des soirées qu'on organisait sur une thématique précise, on invitait des experts, il y avait 50, 60 personnes qui venaient interagir avec nous, ça nous permettait de varier les thèmes, la place de la femme dans la recherche sur le jeu de société, les interactions avec homme-machine sur les jeux hybrides, la place des neurosciences au sein de cette recherche. Donc tout ça, c'était animé par un podcast qui s'appelle Proxy Jeux, qui nous permettait d'avoir du coup une réalité digitale après l'événement physique. Et on organisait également des conférences plénières dans les grands événements de jeux de société, donc le Festival de Cannes en France, où on a permis à 4 équipes de venir présenter leurs projets. Également à Essen, le Spiel, donc la plus grosse convention européenne, on avait pu travailler avec l'équipe organisatrice pour avoir des conférences. Et on avait même prévu de le faire à la Gen Con. Mais tout ça a été donc annulé l'année dernière. Et donc, pour s'adapter à ces nouvelles conditions, on a décidé de digitaliser tous nos événements. On a fait notre deuxième symposium, donc une journée dédiée à tous les projets de recherche qu'on finance, de pouvoir être présentés,
pour le grand public. Donc les 9 projets de recherche qu'on finance ont été présentés le 27 janvier dernier sur une plateforme digitale, donc entre Discord et YouTube. Toutes les vidéos peuvent se retrouver sur le web en ce moment même. On a également créé un Discord pour réunir les chercheurs travaillant sur le monde du jeu à venir interagir avec nous. Et on s'est lancé sur 2021 sur la création d'un cycle de conférences dédié au jeu de rôle, où l'idée c'est d'avoir des événements dans différents pays qui vont traiter du même sujet, le jeu de rôle, mais pris sous différentes façons. Donc que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, au Brésil et même au Canada. Et d'ici 2 semaines, on va initier ce cycle de conférences en France, associé à la Semaine du cerveau, où on va avoir 2 événements, un regard croisé entre auteurs et chercheurs sur la création d'univers, la création de l'imaginaire, et un deuxième événement où on va faire jouer des participants au jeu de rôle. On va les mettre dans des conditions de gestion de colère, gestion de stress, et on va pouvoir débriefer avec des psychologues sur comment le jeu de rôle permet de trouver des solutions de remédiation à ce genre de situation de stress, et notamment aujourd'hui avec le Covid et le stress à gérer pour les jeunes étudiants. Donc voilà, on initie ça en France au mois de mars, et après d'autres événements devraient suivre en avril, en mai, en juin sur les différents pays pour se clôturer cet été au moment de la Gen Con aux États-Unis. Donc, malgré la situation, Gaming Lab a vraiment à cœur d'avoir ces missions de diffusion de l'information. Et donc, c'est nos missions. Et donc là, je vous ai vraiment donné la présentation générale avec relativement quelques détails. Et donc, on va pouvoir passer du coup à mes camarades Léa et Philippe pour rentrer précisément dans leur projet de recherche. Super. Ben, écoute, Micha, je pense que tu as très bien expliqué qu'est-ce que c'est Gaming Lab et de voir ce que je trouve très intéressant dans le projet, c'est toute l'étendue de ce que vous explorez dans le domaine de la recherche et intervention, notamment pas juste les jeux de société, mais aussi là, les jeux de rôle qui sont votre prochaine piste d'implication dans le domaine du jeu. Et comme il a été présenté, je vais remettre un peu la diaporama, mais vous avez vraiment organisé, participé à plein d'événements depuis votre création. Et là, si je ne me trompe pas de ce que j'ai lu, c'est en 2018 là, que vous avez commencé à être vraiment plus actif. Et vous avez participé à plein de choses. Et il y a plein de projets aussi futurs qui approchent à partir du mois de mars. Donc, c'est très intéressant. Et j'en comprends que vous allez chercher les chercheurs qui s'intéressent justement à s'impliquer dans le domaine de la recherche et du jeu. Si jamais quelqu'un nous écoute et est dans le domaine de la recherche, comment est-ce qu'il fait pour appliquer un peu à ces bourses-là puis vouloir s'impliquer dans Gaming Lab? Pour les appels à projets, c'est très simple. Tout se passe sur notre site internet, gaminglab.org, où il y a des pages dédiées pour les appels à projets. Tout le processus est explicité avec le timing, avec les assets à fournir. Là, pour la bourse de thèse, du coup, plutôt pour francophones liés à un laboratoire français, la clôture est pour le 25 ou 26 mars, j'ai un doute. Mais pour la fin du mois de mars, on attend les candidatures du coup pour les bourses de thèse. Et c'est pour la fin avril, donc on attend les retours pour les projets internationaux. Après, donc forcément, il va y avoir la phase de sélection. Donc là, les membres du comité scientifique vont être sollicités pour reviewer ces projets, et on espère pouvoir annoncer les lauréats 2021 vers la fin mai, début du mois de juin. Il va y avoir tout un travail après de convention qui va être mis en place sur le mois d'été. Et donc l'idée, c'est de lancer les nouveaux projets sélectionnés sur septembre-octobre de cette année. Super, wow! Donc, vous êtes vraiment une grande équipe qui s'organise de toute la sélection des propositions de projet, de la remise des prix, puis du travail collaboratif, justement, dans le domaine de la recherche. Donc, j'ai bien hâte, et c'est là qu'on s'en va, bien sûr, d'entendre concrètement c'est quoi les projets qui sont faits. Je pense qu'on avait dit qu'on allait commencer peut-être avec Philippe, qui va devoir nous quitter, partir un peu plus tôt. Donc, Philippe Robert, est-ce que tu veux, justement, présenter qu'est-ce que c'est, déjà, ton titre, tu l'as nommé un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que le travail de recherche, le projet de recherche que tu fais avec Game in Lab?
Alors, c'est un projet qui remonte maintenant à quelque temps. Et l'idée, hein, j'évoquais tout à l'heure, je suis psychiatre, je travaille dans un centre mémoire et c'est vrai que bon, pour le diagnostic, le suivi de personnes qui souffrent, hein, de maladies d'Alzheimer ou d'une pathologie associée. Et c'est vrai que, hein, ce type de pathologie, eh bien, on n'a pas beaucoup finalement, on n'a pas beaucoup de traitements médicamenteux, hein, et malheureusement, hein, et que bien souvent, ce qui est utilisé le plus, c'est ce qu'on appelle les médicaments, les traitements non pharmacologiques. Alors pour ça, eh bien, on se dit, un traitement non pharmacologique, qu'est-ce que c'est? C'est proposer à quelqu'un une activité, hein, proposer de faire une discussion. Il y a une multitude de possibilités. Et les jeux de société en sont une. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'il est possible, hein, de développer un petit peu une recherche à ce sujet-là. Et à ce moment-là, on se dit, mais alors quel jeu de société on va utiliser? Quel jeu de société on va utiliser? Donc, on a soumis l'idée d'utiliser des jeux qui sont développés par Asmodée. Alors, quand on dit qu'on utilise les traitements non pharmacologiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que c'est sur quoi? Est-ce qu'avec ces traitements, on compte guérir la maladie? Non, pas forcément. Malheureusement, non, hein. Par contre, on peut améliorer un certain nombre de choses. Alors, au niveau de la mémoire, pas forcément, mais on peut peut-être améliorer au niveau des comportements, des émotions, de la motivation des gens, ou bien même dans les relations sociales. Donc, on s'est plus centré, hein, sur cet aspect-là, c'est se dire comment on va améliorer les choses, hein, au niveau des comportements, des émotions et de la motivation. Alors, on a construit un projet qui était en trois parties, hein. C'est d'abord, eh bien, on a demandé à, à des gens, hein, on a fait une étude de faisabilité, hein, pour savoir un petit peu qui est-ce qui serait intéressé par ce type de jeu. Attendez, je ferme la porte là. Qui est-ce qui serait intéressé par ce type de jeu et comment il faudrait les modifier? Parce que peut-être ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est parti d'un standard. On s'est dit, prenons des jeux qui sont dans le commerce, qui existent déjà, et on a pris deux jeux, hein, qui sont très connus, un qui s'appelle Double. Hein, peut-être que ceux Oui. qui, hein, écoutent connaissent, et un autre qui s'appelle Timeline. Alors Double, on pourrait dire que c'est un jeu qui est plus un jeu d'attention, de concentration. Et puis Timeline, c'est un jeu qui fait appel à la mémoire des faits anciens, à des connaissances. Donc on avait choisi ces deux jeux. Donc notre première étape, ça a été de se dire, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein, pour que ces jeux soient utilisables, hein, par les patients qu'on rencontre. Puis la deuxième étape, c'est de se dire, eh bien, on va aller voir des professionnels qui travaillent en EHPAD, hein, comme on dit en France, en maison de retraite, hein, en résidence de retraite, qui travaillent en accueil de jour, qui travaillent en consultation mémoire. Et puis, on va demander aux professionnels un petit peu, est-ce que les jeux qu'on a essayé d'utiliser sont adaptés. Puis dans un troisième temps, eh bien, on s'est dit, eh bien, une fois qu'on a ces jeux, qu'on les a un peu modifiés avec l'avis de tout le monde, eh bien, comment on va essayer de le proposer à des personnes, hein, qui viennent en consultation dans notre centre mémoire. Alors en France, hein, les centres mémoire sont organisés, il y en a environ une cinquantaine, 500, oui, environ 500 centres en mémoire en France, et dans ces centres mémoire, eh bien, on reçoit des patients. Alors, des patients qui ont tout niveau de détérioration, que ça va du dépistage à des patients qui sont bien plus sévères. Et donc c'est la troisième étape. On s'est dit, on va le proposer à des patients et on va voir ce qui se passe.
Alors, durant la première étape, donc on a pris le double, on a pris le timeline, et puis on l'a utilisé avec les quelques patients d'un focus group qui avaient accepté dans notre centre mémoire. Et voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Eh ben oui, c'était sympa de jouer avec, mais, mais bon, parfois il y avait des règles qui étaient difficiles à utiliser. Et puis il y avait des cartes qui n'étaient pas forcément compréhensibles. Hein, et donc, on a essayé de réfléchir à comment un peu modifier les choses. Alors, comment modifier les choses? Eh bien, ça a été pour Double, ceux qui connaissent Double, c'est de diminuer, par exemple, le nombre de symboles qui apparaissaient, de les rendre plus lisibles. Et puis, deuxièmement, on a aussi pour Timeline, hein, je vous rappelle, hein, on prend un événement, hein, la réunion d'aujourd'hui hein, que nous vivons ensemble, et puis je pioche une autre carte où on nous dit hein, le moment du tour de l'île de Montréal à vélo, eh bien, il va falloir que je le mette après. Hein, et si on me dit par contre hein, les fêtes de Noël, eh ben, je vais le mettre avant. Donc ce qu'on a essayé, c'est d'élargir un petit peu les distances entre les événements de telle sorte que ça ne soit pas trop compliqué. Voilà, et donc une fois que ça a été fait, hein, avec la collaboration d'Asmodée et de ses studios, eh ben, on a proposé donc à un certain nombre de personnes qui étaient des assistants de santé, des psychomotriciens, des psychologues dans différents établissements, on leur a demandé leur point de vue. Hein, et finalement, eh ben, ils étaient aussi intéressés et ils n'ont pas... bon, ils ont continué à ajouter quelques recommandations. En particulier, ça a été des recommandations pour essayer aussi de limiter, par exemple, le temps d'utilisation de ces jeux en fonction du degré de sévérité hein, des personnes à qui il est proposé. Alors, après ces deux étapes, eh bien, on a fait une étude clinique. Alors, cette étude clinique, eh bien, on a essayé de se dire, ben là, on va proposer à des gens qui viennent en consultation, hein, qui sont avec leur famille, les deux jeux modifiés et on leur demande de jouer. On leur demande de jouer et on avait prévu donc de faire une évaluation avec des tests, surtout de motivation, des questionnaires de qualité de vie et de le refaire 2 mois après avoir donné ces jeux aux personnes. Alors, il y a 20 personnes hein, qui ont été incluses dans cette étude avec une moyenne d'âge de 84 ans. Hein, et puis, alors, au point de vue des performances hein, cognitives, du degré de difficulté, on peut dire que c'était des gens qui avaient un degré de difficulté hein, cognitif qui était modéré. Alors, il se trouve que, bon, donc on avait une première évaluation au moment de proposer les jeux, et puis 2 mois après. Et puis il se trouve qu'on est tombé dans la période qui était donc, on a commencé les inclusions, je pense, en décembre ou en janvier 2020, et on s'est retrouvé dans la première période de confinement. C'est-à-dire que, hein, à cause de la crise sanitaire. Et ce qui fait que tout a été un petit peu perturbé. Hein, parce que eh bien, la façon de jouer à des jeux de société, hein, je disais tout à l'heure que c'est quelque chose qui facilite aussi les interactions sociales. Ben là, ça ne le favorisait pas du tout parce que les gens ils étaient limités à la maison. Donc, l'étude a été modifiée. Hein, l'étude a été modifiée et on s'est essentiellement centré sur l'évaluation des éléments motivationnels hein, que cela pouvait apporter et la deuxième évaluation a été faite dans la plupart du cas par téléphone. Alors,
En gros, hein, alors vous avez en ligne où on pourra vous donner les liens hein, pour regarder un peu la présentation complète avec les résultats. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que au point de vue cognitif, ces jeux qu'on a proposés, ils sont stimulants d'un point de vue cognitif. Ils sont stimulants d'un point de vue cognitif. Ils peuvent avoir, hein, et c'est peut-être plus important que l'aspect cognitif, un aspect sur la dimension émotionnelle. Hein, le fait de gagner, le fait de perdre, le fait de se rappeler un événement alors que le partenaire ou les partenaires ne le font pas, ça a une dimension émotionnelle qui est très importante. Et bien sûr, hein, c'est un élément aussi qui est important pour l'interaction sociale. Voilà, voilà un petit peu cette étude. Alors, hein, je vous passe hein, tous les chiffres hein, et je vous dis, je ne sais pas comment Elsa on peut faire. Peut-être j'enverrai le lien. Hein, je t'enverrai le lien Oui, à distribuer hein, pour avoir la présentation complète. effectivement. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Eh ben, on utilise cette étude pour essayer de construire hein, des recommandations pour l'utilisation des jeux sérieux. Des jeux, pas des jeux sérieux, des jeux de société. Et donc, on a lancé un grand sondage, et je vais aussi vous envoyer le lien hein, auprès d'un groupe d'experts et puis auprès hein, d'un grand public pour demander leur point de vue justement sur l'utilisation des jeux. Actuellement, il y a une centaine de personnes qui ont répondu, mais hein, toutes les personnes qui souhaitent sont les bienvenues. Et l'idée, c'est à partir de ces informations qui ont été récoltées, à partir de cette étude, hein, et ce qu'on a obtenu, c'est d'écrire un article pour donner des suggestions sur la meilleure façon d'utiliser les jeux. Voilà, donc c'est pas une étude hein, comme on fait en double aveugle, hein, en comparaison de gens qui jouent ou qui ne jouent pas, hein, mais je crois que ça a été une première étape et qui, j'espère et j'en suis sûr, sera utile hein, pour les joueurs et puis pour tous les patients qu'on rencontre et qui sont toujours effectivement très contents de faire ce type d'activité. Après, Mhm. si je peux me permettre, par rapport à ton besoin, Philippe, sur le fait de communiquer sur les résultats ou autre, le site de Gaming Lab est en cours de construction, de nouvelles pages vont apparaître, et notamment des pages sur tous les projets qu'on soutient, où il y aura une page dédiée à chaque projet, et donc il y en aura une dédiée à ton projet, Philippe, où on pourra retrouver tous les contenus liés aux différents projets, et il sera facile de retrouver du coup bah, le rapport final de l'étude de Philippe directement sur le site dédié. C'est vrai qu'il y a un magnifique, hein, il y a un magnifique site. Enfin, j'ai vu le magnifique rapport final. Hein, et donc, pour le moment, on ne le diffuse pas, c'est ça. On attend que le site soit ouvert. Tout à fait. Bah, très bien. Donc, je ne vous envoie hein, que le lien pour le sondage. C'est Hein. parfait. Et moi, de mon côté, lorsque la vidéo va être en rediffusion sur la chaîne YouTube de Ludipsy, si le site est prêt à ce moment-là, les informations vont être dans le descriptif de la vidéo aussi. Donc, pour ceux Parfait. qui vont écouter, qui vont dire je veux en savoir plus, parce que c'est un projet effectivement très intéressant et qui répond à plusieurs besoins, les gens vont pouvoir aller voir tout le descriptif de ce magnifique projet. Et je tiens à dire, Philippe, que c'est effectivement une thématique qui est très intéressante par rapport au jeu. Parce que de mon côté, de ce que j'observe avec les professionnels en psychologie et en neuropsychologie, c'est une thématique qui est souvent abordée, l'Alzheimer, et de comment est-ce que le jeu et différents médiums plus ludiques peuvent permettre justement des grandes améliorations au niveau des capacités sociales, des capacités mnésiques, ou juste au niveau du bien-être. Donc, c'est très intéressant tout ce que tu as exploré. Et, et aussi à Gaming Lab, en fait, d'avoir permis de financer cette recherche. Très, très intéressant, une belle avancée dans le domaine de la santé mentale et du jeu. Donc, très beau projet. Merci. Merci. Parfait. Peut-être juste avant de passer à Léa, est-ce qu'il y a des gens dans
les gens qui nous suivent qui avaient des questions, commentaires. Je sais qu'il y a Dragon Elvish qui dit que son passé d'étudiant postsecondaire s'est teinté par les organisations auxquelles il s'est impliqué. Bien, effectivement, quand on s'implique dans différents projets, différentes organisations, ça a un impact sur notre bien-être, sur nos expériences de vie. Donc, n'hésitez pas à vous impliquer dans plein de projets qui vous tiennent à cœur. Je sais que parmi ceux qui nous regardent, dans les spectateurs, il y en a qui peuvent écrire dans le chat, il y en a d'autres qui ne peuvent pas, dépendamment si on le compte Twitch ou pas. Si jamais vous ne pouvez pas nous écrire, ben, je vous invite à nous écrire en message privé des questions. Vous pouvez m'écrire sur Messenger de Ludipsy ou tout à l'heure, il y avait aussi l'adresse courriel de Micha qui était indiquée. Donc, j'imagine qu'ils peuvent communiquer avec toi si jamais ils ont des questions ou avec Philippe directement. OK, super. Donc, s'il n'y a pas de questions pour le moment, ben, je pense qu'on va enchaîner justement avec Léa Martinez. Je vais également mettre ton PowerPoint. Eh ben, avec plaisir. Donc, moi, le projet de recherche que je présente est un projet donc, à plus long terme. Comme l'expliquait bien Micha, en fait, c'est une thèse CIFRE. CIFRE, ça veut dire Convention industrielle de formation par la recherche. Donc, en fait, comme on l'a déjà expliqué, j'ai mes travaux de recherche qui vont pouvoir me permettre de réaliser mon doctorat. Et en parallèle, j'ai donc quelques missions de communication pour Asmodée Research. Donc, mon projet de thèse, comme il se passe en France, il dure 3 ans. C'est comme ça qu'on fait les thèses CIFRE voilà, en France. Et donc, le titre du projet, c'est l'impact de la pratique des jeux de société sur le fonctionnement cognitif. Et oui, je vois que ça s'affiche. Et donc, en fait, ce projet a pour objectif de mieux comprendre, de mieux définir comment la pratique des jeux de société va influencer en fait notre fonctionnement cognitif. Et en particulier, on a décidé donc de s'intéresser à des adultes et à des adolescents pour pouvoir justement définir quelle est cette influence même sur le développement en fait des fonctions cognitives. On va pouvoir comparer différents groupes d'âge. Et voilà, on a plutôt choisi les adolescents parce que ils sont donc toujours en phase de développement cognitif, mais ils sont tout aussi autonomes donc, que les adultes pour jouer. Voilà. Donc, en particulier, les fonctions cognitives auxquelles on va s'intéresser, c'est des fonctions exécutives. En fait, les fonctions exécutives, c'est voilà, des fonctions qui permettent, Elsa, tu connais bien. Oui, tout à fait, j'adore. Donc, ce sont des fonctions qui permettent voilà, de s'adapter au quotidien dans des situations nouvelles, par exemple d'inhiber des informations qui ne sont pas pertinentes ou de planifier nos actions. Et donc, nous, voilà, on veut vraiment comprendre comment différents types de jeux, comment la pratique que l'on a des jeux de société, le temps de pratique que l'on a va avoir un effet sur ces fonctions exécutives, donc chez les adultes et les adolescents. Et comme ces fonctions sont aussi très importantes pour les apprentissages, on va essayer de déterminer comment la pratique des jeux de société va aussi influencer la réussite scolaire donc, chez les adolescents. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'objectif principal. Et donc, j'aurai ces 3 ans pour essayer de répondre à toutes les questions qui y sont liées. Et on a bien sûr d'autres sous-objectifs qui viennent avec, dont un qui me paraît assez pertinent parce que ça n'a jamais vraiment été fait, c'est de déterminer tous les mécanismes psychologiques qui vont sous-tendre justement cette relation entre jeux de société et donc fonctionnement cognitif, réussite scolaire. Donc, par exemple, on va s'intéresser aux différentes mécaniques de jeu qui peuvent exister. Si je joue à un jeu coopératif par rapport à un jeu compétitif, est-ce qu'on va avoir des effets différents sur différentes fonctions cognitives ? On va s'intéresser aussi au fun, en fait, vraiment dans le jeu. Est-ce que si le jeu me plaît, est-ce que si voilà, je m'éclate plus qu'avec un autre jeu, est-ce que ça fonctionne mieux ? Est-ce qu'il y a un effet plus important sur mon fonctionnement cognitif ? Et puis, on voudrait aussi s'intéresser à l'état de flow. L'état de flow, c'est le fait d'être vraiment immergé dans le jeu. C'est surtout étudié avec les jeux vidéo et nous, on aimerait voir ce que ça peut donner avec les jeux de société aussi. Voilà, donc je pense qu'on a beaucoup de pistes et que c'est des pistes plutôt originales pour la recherche et plutôt nouvelles. Donc voilà, on est assez content de ça. Et donc, pour commencer ce projet, on aura une étude qui sera plutôt
exploratoire où on va essayer de faire le lien entre les habitudes de jeu de nos participants, à quel type de jeu ils jouent, pendant combien de temps, etc., avec donc des performances cognitives, c'est-à-dire qu'on peut faire passer des petits tests à nos participants qui peuvent être plus ou moins rapides et qui nous permettent de déterminer où ils se situent par rapport à certaines fonctions cognitives. Et après, ce qu'on aimerait pouvoir mettre en place, et ce sera à déterminer en fonction aussi de la situation sanitaire, ce serait donc des sessions contrôlées de jeux de société. C'est-à-dire qu'on rencontrerait des participants, on leur ferait passer des tests cognitifs, on aurait des performances pour certaines fonctions cognitives. Ensuite, on leur ferait faire différentes sessions de jeux, en fait, étalées sur plusieurs semaines, etc. Et après, on leur referait passer les mêmes tests cognitifs et on verrait du coup l'évolution qu'il y a ou non pour les différentes fonctions cognitives. Et là, donc, ce qu'on voudrait faire, c'est dans une première étude comparer justement différents types de jeux, des jeux coopératifs, des jeux compétitifs, des jeux qui mettent une pression temporelle ou pas. Et dans un second temps, on aimerait aussi s'intéresser à la digitalisation des jeux de société. Est-ce que si je joue à un jeu donc dans sa version plateau, où je peux justement, on appelle ça la matérialité, je peux utiliser les pions, je peux prendre vraiment feuilleter mon livret de règles, etc. Est-ce que ça va avoir un effet différent par rapport à un jeu où tout sera digitalisé, ou par exemple si c'est un jeu où il y a les cartes, et ben les cartes sont automatiquement mélangées par exemple via l'ordinateur. Donc voilà, on va s'intéresser à tout ça. Et donc, voilà, ce qu'on attend avec cette thèse, c'est d'abord de compléter un petit peu cette littérature qui n'est pas aussi riche que celle, par exemple, pour les jeux vidéo actuellement. Pour l'instant, ce qu'on note, c'est que quand même la pratique des jeux de société a un effet quand même plutôt bénéfique sur notre cerveau, sur le fonctionnement cognitif. Ça va surtout dans ce sens-là. Donc, on pense retrouver ces résultats-là aussi. Et on espère pouvoir compléter en détaillant un petit peu tous ces résultats. Et puis, ce qu'on aimerait pouvoir vraiment faire au final, c'est être capable à la fin de donner des recommandations quant aux jeux qui pourraient vraiment permettre d'améliorer telle ou telle fonction cognitive en fonction de l'âge. Voilà, en gros, tout ce que je vais pouvoir faire. C'est magnifique. Donc, j'en comprends, ça a commencé en 2020, ça a terminé en Oui, 2022, donc un 2 ans et même plus très, très chargé, là. oui, c'est ça, tout à fait. En fait, oui, ça a commencé donc fin 2020 et ça va se terminer même fin 2023, en fait. OK, OK. Voilà. Donc, très intéressant pour ceux qui s'y connaissent un peu en recherche. C'est des objectifs qui sont très, très bien développés, très intéressant de diviser ça en 3 objectifs comme ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as mentionné, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de financement, exemple, dans le jeu vidéo, mais le jeu de société, c'est encore très peu mis de l'avant. Déjà, le jeu de société, la popularité est très récente. Ça a beaucoup augmenté avec le confinement, justement. Mais de commencer à vraiment faire de la recherche pour comprendre le fonctionnement des jeux de société et des sessions de jeux dirigées et d'évaluation, c'est très intéressant comme concept. Donc, bien hâte de voir l'évolution de ce projet. Justement, est-ce qu'il y a moyen de suivre un peu l'évolution du projet? Est-ce que tu vas participer à des conférences, des présentations? Alors oui, tout à fait. Normalement, c'est prévu. Quand on fait une thèse, on doit participer à des colloques, à des conférences, faire des présentations de nos travaux au fur et à mesure, surtout quand on a enfin nos résultats et qu'on peut présenter ce qu'on a obtenu. Et donc, bien évidemment, je me permets, Micha, de le dire, sur le site Gaming Lab, on pourra suivre cette avancée au fur et à mesure où je pourrais proposer des petites présentations de tout ce qu'on peut trouver. Et je me permets de rebondir aussi sur le fait qu'en effet, pour les jeux vidéo, il y a eu beaucoup de financement, on trouve beaucoup d'études, de travaux à ce sujet. Et sur le jeu de société, on voit que ça commence à s'ouvrir, mais qu'on est quand même toujours au début, surtout en psychologie cognitive, en psychologie du développement. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir trouver une petite place là-dedans. Et comme nous aussi, on s'intéresse aussi à la réussite scolaire et que on remarque que, par exemple, certains jeux vidéo adaptés peuvent parfois être utilisés en cours, mais pas très souvent quand même. Peut-être que le jeu de société pourrait être une piste pour que ce soit peut-être encore plus accepté dans les écoles et que ça puisse servir. C'est une idée. Effectivement. Et de mon côté, en tant que psychologue clinique, donc dans le fond qui fait de l'intervention au quotidien dans mon travail, c'est sûr que j'essaie d'inclure les jeux de société dans mes interventions.
Donc, des recherches comme ça qui sont axées là-dessus, c'est exactement ça qu'on a besoin en psychologie pour justement rendre ça de plus en plus accessible et accepté, pas juste avec les jeunes enfants de quelques années, mais aussi, comme tu l'as dit, avec les adolescents et les adultes. Puis qu'est-ce qui est très intéressant dans le projet, tu parlais de fonctionnement exécutif, ça m'a fait rire, c'est un peu mon dada en ce moment. Le fonctionnement exécutif, c'est ce qui est principalement touché, je peux le nommer comme ça, avec les enfants, adolescents, adultes ayant le TDAH, donc un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et justement, de travailler ce fonctionnement-là, donc tout ce qui est l'organisation, la gestion, la planification, gestion du temps, gestion des priorités, mémoire, etc., ben, ça se travaille très, très bien, selon moi, à travers le jeu. Donc là, d'avoir une étude qui nous démontre concrètement des résultats par rapport à ça, ça va venir valider l'utilisation du jeu et de démontrer un peu ce que le pratique, dans le fond, je l'observe en pratique. Maintenant, souvent, dans le domaine de la recherche et du financement, mais il faut avoir là, aussi la partie des données qui viennent confirmer. Et une fois que les deux sont présents, là, les gens ont tendance à plus utiliser les ressources professionnelles. Donc, je suis bien contente, Léa, que tu mettes ce projet-là en place pour venir valider un peu ce que j'observe, exemple, au niveau clinique, puis de venir un peu démystifier l'utilisation du jeu de société, notamment en psychologie clinique. Très beau projet. Et ben, je suis très contente, oui. Super! Donc, encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Ça peut être des questions techniques, ça peut être des questions sur différents aspects que vous n'avez peut-être pas compris, notamment qu'est-ce que c'est que le fonctionnement exécutif. Mais je pense qu'on l'a très bien décrit. Micha, de ton côté, est-ce que tu travailles sur un projet de recherche en ce moment ou... Non, moi j'ai fait ma thèse il y a quelques années maintenant en neurosciences, ça n'avait rien à voir avec le jeu. À l'époque, j'étais blogueur pour le monde du jeu de société, mais je travaillais sur de la neuroscience sensorielle en olfaction et j'ai décidé de quitter la science par passion du jeu. De proche en proche, j'ai réussi à rentrer chez Asmodée et au début, je ne m'occupais pas du tout d'Asmodée Research et c'est vrai que cette envie de promouvoir le jeu et d'avoir un angle un peu innovant, un peu différent avec mon background scientifique. C'est ça qui m'a donné cette idée de développer Asmodee Research. Donc l'idée vient de là. Après, aujourd'hui, j'ai un rôle vraiment de management du projet, enfin d'Asmodee Research en général et de Gaming Lab avec l'Innovation Factory. Mais aujourd'hui, je suis plus acteur directement sur la recherche, mais je suis facilitateur pour aider les chercheurs à le faire. Super. Donc, tu es la personne à contacter si les gens ont des questions par rapport à Gaming Lab ou au domaine de la recherche ou du jeu de société même. Tout à fait. OK. Après, j'aimerais juste apporter une petite précision. C'est là, avec Gaming Lab, on s'intéresse vraiment à l'impact du jeu dans son utilisation sur les joueurs et dans différents contextes éducatifs ou cliniques. Mais on n'est pas du tout là en train de s'intéresser à essayer d'inventer les jeux de demain ou autres. On n'est pas du tout sur une position de game design. On est vraiment sur étudier les effets. J'espère démontrer des bienfaits, mais ça, c'est les études qui le diront. Mais on est vraiment sur les effets des jeux qu'on trouve aujourd'hui, et on n'est pas du tout sur l'aspect game design. Donc, c'était une question qui peut revenir relativement régulièrement, donc je préférais apporter la précision. C'est ça. Donc, en fond, Gaming Lab n'est pas une maison d'édition, de conception de jeux. C'est vraiment, dans le fond, un groupe de chercheurs qui s'intéressent, tu l'as bien nommé, mais qui s'intéressent au fonctionnement et aux impacts du jeu sur différents aspects. Donc, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup en tout cas, de ce que j'observe et que je sais, mais il n'y a pas beaucoup de groupes de recherche, justement, spécialisés dans l'utilisation du jeu de société et notamment du jeu de rôle aussi. Donc, c'est très innovant ce que vous avez co-créé. Très intéressant. Puis, je suis très contente. Là, je suis dans les traits, mais je suis très contente de le présenter, d'avoir eu l'opportunité de présenter ce que vous faites aujourd'hui. Juste rajouter quelque chose, peut-être. Oui.
Oui, c'est les chercheurs, mais c'est aussi les cliniciens, hein. Tout à l'heure, tu disais que tu Oui, étais une psychologue clinicienne, et je crois que c'est vraiment très important d'impliquer aussi les professionnels de santé. Alors à Nice, enfin à côté de Nice, on a Cannes, hein, où il y a un festival international des jeux, hein, alors qu'il est moins célèbre que celui de Montréal, mais où, eh ben, on a eu l'occasion de participer, de faire venir quelques patients, hein, dans une séance préliminaire, de rencontrer aussi des professionnels. Et alors, pas l'année dernière, hein, à cause du confinement, mais je crois vraiment, c'est de la recherche, hein. Quand on parle de recherche, c'est de la recherche clinique, c'est pas de la recherche fondamentale, hein. Et cette recherche clinique, elle doit être partagée avec, hein, les patients, les aidants, et puis ben, tous les cliniciens, quel que soit leur type de profession. tout à fait en accord avec ce que tu mentionnes, bien sûr, Philippe. Puis c'est un peu ça, souvent, l'obstacle dans le monde de la recherche, c'est que parfois, quand les chercheurs sont trop centrés sur l'aspect théorique, ben, il n'y a pas la relation, il n'y a pas la mise en pratique. Donc, d'inclure justement des cliniciens et des personnes de différents domaines de l'intervention, ben, ça permet de créer une belle harmonie justement entre la recherche, mais la recherche qui s'applique et aussi parfois les retours des cliniciens qui disent, eux, leurs observations, et ça inspire des recherches. Et là, il y a comme une co-construction comme ça entre les théoriciens, les cliniciens et ceux qui font les deux aussi, les théoriciens Hmm. cliniciens. Euh, Je suis obligé de vous dire au revoir. En tout cas, merci, oui, hein. Et puis, à bientôt, hein. Dès que le site de Gaming Lab est prêt, vous verrez toutes ces merveilles. Voilà, Micha, Léa, à bientôt. Elsa, passez une bonne journée à Montréal. Au à revoir. bientôt. Ben, merci Merci Philippe. beaucoup. Ciao, ciao. À Bye bientôt. bye. Parfait. Donc, théoriquement, ça fonctionne comme ça. Il y a Virtuel Jeffery qui a dit les résultats de Game in Lab, excusez-moi, Game in Lab, sont-ils publics? Oui, tout à fait. Encore une fois, la volonté avec Asmodée derrière ce projet, c'était pas de garder les résultats pour nous, mais c'était vraiment de le diffuser au grand public, c'était de diffuser ces informations sur l'objet culturel qu'est le jeu de société, de prendre soin de cette industrie du monde du jeu. Et c'est pas parce qu'on est impliqué dans la direction et dans l'organisation du projet que on va vouloir garder ça secret pour nous. Encore une fois, comme j'ai déjà pu l'annoncer, on veut diffuser ce savoir-là lors de nos événements sur notre site internet, les faire publier, faire en sorte que les scientifiques puissent aussi publier sur des revues spécialisées reconnues par des pairs leurs résultats. Donc c'est vraiment une action comment dire, altruiste pour promouvoir la recherche sur le jeu et d'étudier les effets et les bienfaits. OK. Donc, tout est fait pour être accessible puis que les gens, justement, puissent utiliser ces connaissances-là pour, justement, comme on vient tout juste de parler, mais de le mettre en pratique aussi. C'est un retour à la communauté qui est mis en place, là. Tout à fait. Après, bah, voilà, pour avoir fait quand même quelques années dans le monde de la recherche, je sais que ça prend du temps. Pour avoir fait aussi également quelques années dans le monde de l'entreprise, bah, je sais que les cinétiques peuvent être différentes et c'est notamment mon rôle de pouvoir faire en sorte que tout ça avance de façon cohérente. Gaming Lab et Asmodee Research ont vu le jour en 2018. Ça nécessite du temps pour mettre les choses en place, que les études puissent se faire, notamment en plus avec le ralentissement que 2020 nous a obligés. Donc là, aujourd'hui, on voit l'étude de Philippe Robert qui a pu se conclure. L'étude sur les jeux hybrides de Melissa Rogerson va bientôt arriver aussi à conclusion et on pourra bientôt communiquer. Les projets sélectionnés en 2020 ben voilà, vont être un peu plus longs à se développer à cause des débuts difficiles liés au confinement et autres. Mais on sait très bien que le projet Gaming Lab va arriver à maturité prochainement avec ben voilà, une première vague de projets qui vont être finalisés, avec la thèse de Léa qui va se développer, les futures thèses également. Donc aujourd'hui, quand je présente Gaming Lab, on a des actions qui ont été mises en place. Quelques années auparavant, je présentais des promesses, notre volonté. Et concrètement, il va falloir encore 1 ou 2 ans pour pouvoir
avoir notre rayonnement, optimal, où on aura des résultats qui vont venir les uns après les autres. Donc voilà, aujourd'hui, on est fiers de ce qu'on a construit, mais je pense qu'il y a vraiment énormément de choses incroyables qui arrivent pour la suite. Effectivement. Donc, je vous invite à tous ceux qui nous écoutent de suivre justement sur leur site internet de Gaming Lab. Si je me trompe pas, est-ce que vous êtes sur les médias sociaux aussi? Ouais, on a un compte Twitter qui est plutôt orienté francophone pour le moment, qui est pas mal actif. Et comme je vous ai dit, voilà, on arrive dans une période de transition pour Gaming Lab, où on va essayer de s'ouvrir de plus en plus à l'internationalisation. Donc on va peut-être dupliquer nos langues de communication sur les réseaux sociaux, peut-être dupliquer aussi les réseaux sur lesquels on est actif. Donc voilà, c'est en cours de transformation, doucement mais sûrement. Super, super. Et peut-être sur une petite note ludique, justement, j'aime bien, et là je vous lance un peu à l'improviste, désolée, mais j'aime bien finaliser les rencontres sur des suggestions de jeux. C'est quoi vos jeux de société préférés? Parce que là, j'en comprends que sûrement que vous êtes des joueurs, un peu au moins. Micha, j'ai compris que oui, dans le passé de blogueur. Léa, peut-être. Est-ce que vous auriez un jeu que vous aimeriez suggérer aux spectateurs qui nous écoutent? Question de façon juste pour le plaisir de jouer ou lié à l'activité qu'on vient de présenter? Ah, ça peut être intéressant. Disons lié à l'activité. Puis si vous voulez, en même temps, un juste pour le plaisir aussi. Euh, Par rapport à l'activité de recherche, là, notre réflexion va être plutôt aller chercher des jeux où les mécanismes sont très minimalistes, très facilement identifiables, justement pour pouvoir analyser les effets et ne pas être sûr que ce soit plutôt multifactoriel, mais qu'on puisse vraiment tirer des conclusions vraiment, vraiment solides. Donc Philippe tout à l'heure parlait de Double ou Timeline, des jeux voilà, très très simples mécaniquement, mais qui vont apporter vraiment une lecture facile des résultats par la suite. Donc, je ne vais pas donner d'autres titres, mais c'est notre positionnement aujourd'hui sur les recommandations qu'on peut faire par rapport au projet de recherche. Et après, que ce soit sur l'état de flow que parlait Léa tout à l'heure, moi, je suis un joueur de cartes. Je joue énormément à L5R, le jeu compétitif. Et de façon coopérative, je joue à Arkham. Donc, c'est les deux jeux de cartes chez FFG qui me stimulent depuis pas mal d'années maintenant. OK. Donc, un joueur de cartes un peu plus. Stratégie, duel, compétition de cartes. Tout à fait. OK. Léa, de ton Et côté? ouais, bah en effet, je rebondis sur tout ce que disait Micha, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que pour la recherche en particulier, vu que c'est mon domaine, avoir des jeux ouais, très purs, entre guillemets, c'est ce qui nous permet voilà, de pouvoir évaluer le plus facilement possible ce qu'on veut en fonction des mécaniques de jeu. Par exemple, si on prend le jeu Les Aventuriers du Rail, et bah, c'est vrai que voilà, on peut voir la planification, tout ça, et on peut imaginer que c'est des jeux un petit peu plus épurés qui nous permettent de nous concentrer sur certaines fonctions cognitives en particulier. Après, moi, j'avoue que mon petit péché mignon, c'est les jeux Unlock. Voilà, j'adore ces jeux-là. Je suis fan, moi, de tout ce qui est un peu réflexion comme ça. C'est mon petit truc. Alors là, je te suis à 100% là-dessus, Léa. Les unlocks de mon côté aussi, on dirait que ça vient stimuler là, directement une petite partie de mon cerveau qui est pouf, qui s'allume. Très stimulant, très rapide, très intense. Les jeux dans la tête aussi. Super. Ben, de mon côté, si on y va dans cette lancée-là, un petit jeu que j'aime beaucoup utiliser dans ma pratique clinique avec les enfants, c'est Mots Rapido. Dans le même style que Doodle, c'est dans les petits jeux portatifs qui se jouent très très bien. Et c'est un jeu juste où, dans le fond, on doit nommer des mots, enfin des choses, ça dépend, il y a différentes catégories, il y a des objets, des fleurs, des planètes, pas des planètes, des pays, des villes, etc., avec une lettre qui est tournée au hasard. Donc, avec les enfants, c'est génial parce que les enfants sortent des mots que nous, on pense pas nécessairement en tant qu'adultes. Et en même temps, ça permet de pratiquer le vocabulaire, ça permet de voir. C'est un jeu qui est compétitif, mais sans être compétitif agressif, là. Donc, c'est très plaisant, puis ça se joue en quelques minutes, donc très rapide aussi dans ces petits jeux. Et sinon, de mon côté, dans les jeux, je suis quelqu'un qui adore les jeux collaboratifs. Et je dois dire que j'ai découvert l'île des chats dernièrement.
Et je suis aussi une fan de Tetris. Donc, l'île des chats, qui est un jeu où est-ce qu'on doit justement placer des tuiles dans un bateau avec une certaine stratégie individuelle. C'est pas là, un jeu collaboratif, mais l'aspect compétitif est pas trop présent parce qu'on est tellement concentré sur remplir son bateau et sauver des chats. Donc, la thématique est très intéressante. Donc, je vous invite à tous ceux qui nous écoutent à essayer les jeux qu'on vient de vous suggérer. C'est des très bons jeux. On voit qu'on a 3 profils un peu différents de jeux. Mais dans tous les cas, si on peut retenir quelque chose, c'est que quand on veut faire de la recherche, on essaie d'y aller avec des jeux simples, mais dont la mécanique est assez simple pour être observée, puis pour vraiment en retirer tous les éléments qu'on veut observer, que ce soit les réactions, que ce soit la gestion émotionnelle, que ce soit le fonctionnement neuropsychologique, etc. Et qu'est-ce qu'on peut retenir aussi, c'est que Game in Lab est très innovant dans ce qu'ils mettent en place. Ça veut dire de vraiment axer la recherche et le financement de la recherche en collaboration avec les universités et des chercheurs sur justement l'intégration et les impacts des jeux de société. Je pense qu'on est rendu là dans l'innovation par rapport aux jeux de société. Donc maintenant que les jeux de société sont acceptés, connus de tous et qu'ils s'innovent de plus en plus, c'est très intéressant maintenant de commencer à faire de la recherche sur les jeux de société, de voir qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça et quel est l'impact réel des différents jeux sur le bien-être, l'individu et même les communautés aussi. Donc, je remercie beaucoup, je vous remercie, je remercie Philippe, je remercie Léa et Misha d'avoir accepté de collaborer avec moi, de venir discuter de Game in Lab et la collaboration avec Asmodee Recherche et aussi d'avoir parlé de vos projets. C'est très intéressant de mon côté. C'est sûr, j'adore le domaine de la recherche, de l'intervention. Je trouve ça très stimulant. Alors, j'ai bien hâte de voir tous vos projets avancer et vos prochaines activités. Je vais vous suivre sur Twitter et sur votre page aussi qui est en développement. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez faire un petit mot de la fin avant que je transitionne vers... Ce sera le même que mon introduction. Un grand merci à toi pour l'opportunité d'avoir pu présenter au public de Montréal Joue l'initiative d'Asmodee Research et de Game in Lab. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de présenter le projet de Léa et de Philippe, mais voilà, il y a d'autres projets tout aussi passionnants qui sont en cours de développement et d'autres à venir. Donc voilà, on a une activité qui va germer, qui va apporter ses fruits et on a hâte de pouvoir partager tout ça. Tout à fait. C'est super stimulant d'avoir plein de connexions comme ça qui se créent autour du jeu, de la recherche, même de la pratique plutôt clinique. Donc, merci beaucoup de nous avoir réunis encore une fois. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Merci à tous ceux aussi qui nous ont écoutés. Comme j'ai mentionné, je vous invite à suivre Game in Lab sur Twitter et futurement leur site aussi. Je vous invite aussi, si jamais vous avez manqué une partie de cette présentation, de suivre la chaîne YouTube de Ludipsy parce que je vais republier la présentation en rediffusion avec les différents liens pour les différentes recherches et projets qui vont être dans les descriptifs de la vidéo. Donc, je vais juste repasser à mon écran de discussion. Donc, je vous dis bye bye Léa et Misha, vous allez disparaître de l'écran. Merci. Merci. Bonne fin de journée, bonne fin de salon. Merci. Ah. Super. Donc, j'ai juste à mon petit écran ici de présentation juste pour vous dire bonjour Justin qui suit dans les spectateurs. Donc, c'est juste pour vous indiquer justement que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Misha, très social. Comme vous avez pu voir, il va répondre à vos questions. N'hésitez pas à aller sur le site de Game in Lab. Et bien sûr, si vous avez des questions par rapport à Ludipsy, n'hésitez pas à écrire sur le Messenger de Ludipsy ou de me contacter sur mes différents médias sociaux. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi. C'était Elsa de Ludipsy. Je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit tout à l'heure.